Et bonjour à tous, on est en live avec Vinod. Bienvenue à tout le monde. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de te recevoir, Vinod. On va parler de ton expérience. Tu as passé 1 an en tant que moine dans un ashram en Inde. Alors bienvenue à toi. Namaskaram à tout le monde, namaskaram à vous. Je rectifie une petite chose. Je n'ai pas passé 1 an en tant que moine. J'ai pas, en fait, chez nous, ça s'appelle swami ou sannyasis. Je n'ai pas signé à l'ordre des moines parce qu'une fois qu'on signe à l'ordre des swamis, on bascule complètement. C'est plus dans la retraite spirituelle le mode de vie qui était similaire. Le but était de, voilà, de vivre exactement la même chose pour voir ce que c'était. Donc j'ai marqué comme un moine, mais heureusement que je n'ai pas signé parce que sinon je serais là-bas et on n'aurait pas eu la chance de faire cette interview. Wow. Oh, super. Ce qu'on aime bien faire, Vinod, c'est poser une intention pour ce live et pour toutes les personnes qui vont visionner en live ou en replay. Premièrement, c'est soyez attentifs. On sait qu'aujourd'hui, on est bombardé de notifications, on est plus concentré et comme c'est là un live gratuit, on pense qu'il n'y a pas vraiment d'importance. Je vais vous inviter vraiment à être présent parce qu'au travers de notre échange et de ce moment présent, peut-être il va y avoir une phrase, un mot qui peut drastiquement changer le cours de votre vie. Donc, soyez vraiment attentifs. C'est l'intention, en tout cas, que je pose pour nous tous. Et dites-nous également d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous nous regardez, parce qu'on aimerait bien savoir un peu si on est international déjà ou pas encore. Carrément. Et puis n'hésitez pas à nous poser vos questions aussi si vous avez des questions. Ça sera toujours mieux pour l'interaction. Alors, Vinod, dis-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a inspiré, toi, de vivre un peu comme un moine? Qu'est-ce qui t'a inspiré de faire cette expérience? Ça va être compliqué, mais je vais essayer de vous le synthétiser. Vas-y. Euh, énormément de facteurs ont poussé à ça, d'accord, mais durant, je dirais sur ce live-là, les choses importantes à savoir sont que j'ai traversé des années de dépression, d'accord, pendant très longtemps, et que même si on a l'impression de s'en sortir, c'est quelque chose qui nous suit. Même lorsqu'on a l'impression d'être guéri, c'est quelque chose qui parfois là, qui nous replonge dans cette noirceur parfois, etc. Donc je vivais ça tout au long de ma vie, tout au long à travers les précédentes relations que j'ai eues, les précédents jobs que j'ai eus, etc. Donc je traînais ce bagage et je suis arrivé à un moment donné de ma vie où j'avais envie de voyager pour découvrir d'autres cultures, d'approfondir mon anglais, de comprendre, de sortir un peu de ce cocon dans lequel j'étais, etc., etc. Voilà, toutes ces raisons qui sont matérielles. Et il s'avère que j'ai vécu une rupture. C'était une rupture assez, enfin, intérieurement assez importante, choquante, je dirais, pour énormément de raisons que j'ai pas forcément envie de citer pour la personne concernée, mais disons que je m'y attendais pas du tout et que lorsque c'est arrivé, ça faisait déjà quelques semaines que je m'intéressais à la méditation. Je m'intéressais à ce qu'on appelle les chakras, l'énergie, etc. Et je me disais, bon, essaye de méditer. À cette époque-là, j'étais entrepreneur, j'essayais de lever des fonds. Donc, les seules méditations que je savais faire, c'était simplement ralentir sa respiration, fermer les yeux et aller essayer de lever des fonds. Donc, c'est ce que je faisais. Et là, et là, je me dis quoi? Je vis cette rupture. C'est la nuit. Il est 1h30 du matin. J'arrive pas à dormir. Je sens qu'il y a beaucoup de, en fait, à ce moment-là, beaucoup de choses n'allaient pas dans ma vie. La santé, mon père était entre la vie et la mort, pour être honnête. La situation financière de la famille n'allait pas, ma situation n'allait pas, que ce soit financière, bah, relationnelle, du coup même amicale. Ma santé aussi n'était pas top. Tous les piliers fondamentaux de ma vie à moi, ils n'allaient pas. Et là, je me suis dit, bon, écoute, va dehors, va sur une colline. J'habitais dans le 95 en fait. Et dans le 95, il y a des collines où on peut voir tout Paris la nuit, là, lorsque c'est super éclairé, etc. C'est super beau. Donc je me dis, écoute, sors. De toute façon, tu n'arriveras pas à dormir, va voir ce qui se passe. Et je sors, et pour ne pas être trop long ici, je médite. C'est-à-dire, je ferme les yeux, je pose des questions à la vie, je me demande pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi, pourquoi est-ce que cette noirceur, c'est moi qui la traîne, et quand je regarde les autres, ils ont l'air d'être heureux. Pourquoi? Je pose plein de questions, j'alterne entre questions et larmes. Et pour la première fois de ma vie, j'avais 27 ans à l'époque, et pour la première fois de ma vie, je crois que vraiment les larmes coulaient à flot. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'ai grandi en banlieue et on nous apprend ici
à ne pas laisser couler ses larmes, à être fort, etc. Un homme, c'est quelqu'un qui ne pleure pas et tout. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, t'as plus rien à perdre. J'étais arrivé à un moment donné où je me suis dit, écoute, c'est tellement noir que là, j'ai deux solutions. Soit j'en trouve une pour continuer ma vie, ou soit c'est la fin. Et donc, je m'assois, je médite, j'alterne entre questions et larmes. Et là, il se passe ce qu'on appelle yoga, c'est-à-dire il se passe l'union de ma conscience et de mon âme avec la conscience universelle. Je vous le passe un peu en bref parce que c'est bourré de détails, on en parlera si vous voulez plus tard, mais disons que yoga, c'est la conscience qui s'unit avec la conscience universelle. Donc ton énergie ne fait plus qu'un avec l'énergie du tout. Et quand je dis du tout, c'est pas simplement les personnes, c'est aussi les choses inertes, qui semblent inertes. Et donc, j'y connais absolument, à cette époque-là, j'y connais absolument rien en chakra, en énergie, etc. J'avais vu quelques vidéos, ok, dont une vidéo d'un homme barbu avec une longue barbe blanche sur YouTube qui disait le bonheur, c'est vous qui le créez. Et il disait une seule et même situation extérieure, par exemple, une grand-mère qui tombe dans la rue, ça peut déclencher chez moi de la compassion, de la peine, je peux être au bord des larmes. Et si je suis avec un ami, ça peut déclencher chez lui un rire, un fou rire incroyable. Pourtant, c'est la même situation, c'est le même stimuli extérieur qui a provoqué deux émotions totalement différentes. Et là, je repensais à cette vidéo, je repensais à ce qu'il disait et je me suis dit, mais attends, si c'est vrai, ça signifie que toute ma vie, j'ai mis ce paramètre super bas, en fait. Je l'ai mis au mauvais endroit. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas le changer? Et donc, sur le coup, c'est en essayant de forcer à le changer, en tout cas en restant concentré, immobile, sous -3 degrés, parce que c'était l'hiver, et je gelais de partout, j'avais des stalactites dans les cheveux, pour être honnête. Donc, j'étais arrivé à un point où je me suis dit, je bougerai plus tant qu'il se passe pas une once de bonheur, tant que je n'expérimente pas une étincelle quelque part en moi. Et donc là, bah, c'était pas qu'une étincelle, ça a été la flamme qui m'a brûlé complètement. Euh, c'est ce que après plus tard j'ai compris qui s'appelait la Kundalini, la montée de Kundalini, c'est-à-dire la montée de l'énergie qui est dormante et qui derrière, en fonction des gens et des karmas, te permet d'avoir différentes perceptions des différentes dimensions du monde. Et donc moi j'ai traversé beaucoup de choses, voilà, yogiques on va dire. Et là, au bout de 10 mois, je vois que cette énergie, ce channel comme je l'ai appelé, il redescend. Pendant ces 10 mois, j'étais l'homme le plus chanceux, absolument tout me réussissait. La vie passée, j'avais l'impression que c'était plus moi. Le gars, 2 minutes avant la méditation, limite, c'était plus moi, vraiment. Donc, énormément d'autres choses comme ça se passent et je me dis, waouh, mais en fait, on peut changer sa vie du jour au lendemain. Et au bout de 10 mois, je sens qu'il y a une sorte de, je suis plus trop dans ce channel. J'ai appelé ça le channel parce que j'avais vraiment l'impression que c'était plus moi qui contrôlais ma vie, c'était quelqu'un d'autre. Et en fait, je sens que là, à ce moment-là, mon intellect reprend énormément le dessus. J'ai 4-5 métiers à la fois. À ce moment-là, j'étais directeur d'un hôtel sur Paris-Montparnasse. J'étais arbitre de foot salle officiel, hein, donc en ligue, etc. Temps à devenir pro. J'avais une entreprise dans le commerce, j'avais créé un produit, j'essayais de le vendre et je faisais du coaching de développement personnel pour notamment du love coaching, notamment à cette époque, pour les femmes qui ont été avec des pervers narcissiques. Donc j'avais tout ça en même temps, ma semaine était blindée. J'étais célibataire, donc ça m'aidait. J'avais beaucoup de temps. Et au bout d'un moment, je sens qu'en fait, j'intellectualise beaucoup trop. Je suis beaucoup dans ma tête, je suis beaucoup en train de planifier mes journées, mes choses et tout. Et c'est le fait que mon mental commençait à se remplir qui m'a fait perdre un peu ce channel. Et donc là, je me suis dit, wow, j'ai l'impression que le divin m'a fait goûter à quelque chose. J'ai besoin d'aller voir plus en profondeur. Et c'est là où je suis allé voir cet homme barbu sur YouTube qui s'appelle Sadhguru. En ligne, j'ai été voir ce qu'il fait et j'ai vu que dans son ashram, il y avait une retraite spirituelle de plus de 7 mois qui était gratuite. On n'avait rien à payer. Et pour les personnes qui étaient vraiment volontaires, bah, ils te font passer des entretiens pour voir si c'est vraiment juste, tu viens pas juste pour manger et dormir, mais pour la retraite. Et au fur et à mesure des entretiens, bah, je pars sur une retraite spirituelle de bah, un peu plus de 9 mois à ce moment-là. Et ensuite, je suis retourné à l'ashram 1 mois, 2 mois, quelques semaines par-ci par-là. Donc, c'est ce qui a fait même plus d'1 an, pour être honnête, dans l'ashram. Donc, voilà ce qui m'a poussé à y aller. Wow, C'est c'est une riche. belle histoire avec plein de pépites. Moi, j'ai noté quelques mots là, notamment le bonheur, c'est vous qui le créez. Pour nous, c'est la même croyance qu'on a. En effet, ça dépend pas de l'extérieur, mais ça dépend 100% de toi. Et merci de l'avoir dit avec tes mots et puis tu l'as vécu toi de ton expérience. Vas-y.
Moi, j'ai une question, c'est comment, du coup, tu es redescendu de ce mental, puis à un moment donné, tu avais quitté le mental, tu étais redevenu dans ton être et tu étais comme un channel, puis après, tu es remonté dans le mental. Qu'est-ce que tu as mis en place? Parce que je sais que c'est des problématiques que nos élèves ont régulièrement. Comment on quitte le mental? Comment on redescend dans le cœur et on est dans l'instant présent? Alors, ta question, c'est comment est-ce qu'on passe du mental pour revenir dans l'instant présent, c'est ça? Ouais, exactement. En l'être, quoi. Ok. Déjà, il y a énormément de choses à comprendre. C'est-à-dire, comme on intellectualise beaucoup. Lorsqu'on est dans le mental, on intellectualise. Donc déjà, il faut reconditionner ce mental. Il faut que cette conscience, elle soit câblée différemment avant de retourner dans l'être. Pourquoi? Parce que ce qu'on sait dans la culture yogique, c'est qu'il faut savoir être avant de faire. Sauf que ici, notamment dans les pays occidentaux, on nous apprend à faire avant d'être. Lorsque tu grandis à l'école, on t'apprend à lire, à écrire, etc. Mais on t'apprend jamais à respirer, à être heureux, à simplement vibrer la joie de vivre. Tu vois, on t'apprend pas ça. On t'apprend d'abord des choses qui se rentrent dans ton intellect. Donc tu grandis en croyant que c'est ça, que être intelligent c'est bien. Et en fait, être intelligent, c'est simplement augmenter ses capacités mémorielles, cérébrales, etc. Mais en termes d'humanité, ça ne te grandit pas, tu vois. Et donc, consciemment, déjà, il y a beaucoup voilà, de connaissances à avoir sur le côté, waouh, j'ai été mal conditionné, je dois me reconditionner, je dois comprendre que je dois pouvoir être capable de simplement m'asseoir, fermer les yeux et ne pas être triste, être simplement dans cette joie. Cette joie de quoi? Cette joie de simplement être vivant, de respirer alors qu'il y a des gens qui meurent constamment. Cette joie de pouvoir être en contact avec tout, de l'air qui rentre, qui sort, qui est recyclé par la nature, par l'arbre qui est à côté de toi et qui te permet de vivre. Si l'arbre n'est pas là, tu meurs. Enfin, tu vois, cette fameuse symbiose qu'on nous apprend jamais, mais qui devient une expérience lorsqu'on est, tu vois. Et ça, déjà, l'intellectualiser, ça serait peut-être une bonne chose ici, parce que malheureusement, faire le processus normal de être avant de faire, il devient compliqué. Donc, tu reconditionnes ton mental à comprendre déjà que, waouh, j'ai été mal conditionné. Et ensuite, il y a beaucoup d'outils. Bah, moi, je suis rentré dans le yoga. Il y en a aussi beaucoup sur d'autres branches, mais il y a beaucoup d'outils dans le yoga qui te permettent, pardon, de ne plus être euh, en train d'utiliser ton mental. C'est-à-dire que ton mental devient un outil. Tu t'en détaches. Tu t'en détaches pas. Tu te désidentifies, pour être honnête. Parce que ton mental, parfois, il va quand même penser sans que tu le veuilles. Mais l'idée, c'est que tu te désidentifies de ce mental pour l'utiliser lorsque bon te semble. Et donc, dans le yoga, il y a des exercices de respiration, des méditations, même des postures qui, bien faites et bien guidées, te permettent de te détacher avec une telle force du mental et du corps que tu les utilises lorsque bon te semble. Et si tu ne le veux pas, tu t'assois et tu es simplement en paix. Et ça, bah, le yoga. Mmh. Merci pour ton partage. Est-ce que avec tous ces outils et cette expérience, tu considères que tu as guéri de la dépression ou que tu en es complètement libéré? Je dirais que j'ai l'impression de ne même plus être cet homme. Lorsque les outils m'ont aidé, certes, mais ce que j'ai vécu, c'est encore une autre, comment je pourrais dire? Il faut le voir sous un autre angle parce que lorsqu'on a cette expérience drastique qu'on appelle yo, la fameuse expérience de yo, faire plus qu'un avec le tout, eh bien, il y a énormément de choses qui se suppriment. Il y a énormément de choses qui ne font plus vraiment partie de ton être. Et quand je dis ça, il y a énormément d'expériences dans des montées de Kundalini ou des pratiques yogiques où les personnes guérissent de choses qu'ils ont traînées, de maladies chroniques ou même maladies génétiques. Maintenant, enfin, il y a une science qui sort qui s'appelle l'épigénétique, qui te fait comprendre que tu peux changer ta génétique à travers, notamment, c'est de la méditation ce qu'ils utilisent, mais à travers de la pratique. Et donc, dans le yoga, on le sait depuis longtemps. Sauf que tu ne sais jamais quand est-ce que tu changes. Et moi, quand cette expérience est arrivée et qu'après, comme tu le dis, j'ai réappliqué les outils, bah, je me suis rendu compte que je peux même plus parler de j'ai guéri, j'ai pas guéri. C'est comme si une nouvelle personne était née. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si l'autre était morte et qu'une nouvelle était née et que cette nouvelle n'a jamais connu la dépression. Mmh, complètement, ouais, je comprends. Et tu nous parles beaucoup de Kundalini. Je suis curieuse parce que, comme par hasard, ce week-end, on a une expérience de Kundalini, justement,
Comment, toi, ça t'a aidé? Parce que c'est très en vogue en ce moment, on le voit sur les réseaux sociaux énormément. Il y a des personnes qui en sont en recherche spécifique. Donc quel est ton avis par rapport à ça? Alors, je suppose que vous avez vu ma vidéo. Exactement, j'y ai pensé. Alors, je dirais que il y a 2 manières de voir la chose. La première, c'est si en français, on dit si la montée de Kundalini se présente à toi sans que tu l'aies déclenchée, c'est-à-dire sans que tu l'aies manuellement essayé de la faire monter à travers des choses qu'on t'aurait apprises ou quoi. Là, c'est que ça fait partie de ton karma, donc c'est que ça fait partie de ta vie et que du coup, que les effets soient positifs ou négatifs, tu vas avoir affaire à ça et il va falloir que tu l'apprennes et que tu tournes autour de ça pour savoir comment le gérer et pour gérer ta vie. Ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire que ça peut être une bonne chose lorsque c'est le divin qui le décide. On va le dire comme ça, simplement. Mais l'autre aspect, c'est que la culture du yoga, elle provient d'une culture qui est située là-bas, orientale, loin de chez nous, loin d'ici. Ici, malheureusement, au fil des millénaires, je dirais, il y a eu beaucoup de dérives. C'est-à-dire que on est parti chercher ce qui était intéressant là-bas. On a voulu le mettre en place ici. Et bien sûr qu'il y a certaines choses qui vont fonctionner parce que le yoga, ça fonctionne. Que tu sois bien intentionné ou mal intentionné, ça va fonctionner. Mais le problème, c'est que en mettant ça en place, eh bien, au fur et à mesure des années, il y a eu beaucoup de dérives. C'est-à-dire que les gens sont allés piocher ce qui les intéressait ou ce qui pouvait faire de l'argent. Et du coup, ils allaient en créer quelque chose. En faisant ça, tu t'éloignes de l'authenticité. L'authenticité, l'authenticité, elle est holistique. C'est-à-dire que si tu vas voir un gourou qui te fait monter ta Kundalini, il sait exactement ce qu'il fait. Il te fait passer par des phases, des caps, etc. C'est pas un professeur. Un gourou n'est pas un professeur. Un réel gourou, a des pieds dans beaucoup d'autres dimensions. Et donc, c'est ça qui lui permet de savoir ce qu'il fait. Ici, il me semble pas qu'il y ait des gourous. Et donc, du coup, ce sont des professeurs. Et les professeurs qui touchent à quelque chose que normalement seuls des gens très expérimentés ou des gens qui sont sur d'autres dimensions peuvent le faire, bah, ça crée ça altère beaucoup de systèmes, beaucoup d'êtres humains. Il y a énormément de personnes qui se sont rendues dans l'ashram où j'étais parce qu'ils ont touché à ça. Stimulation, je sais plus comment on l'appelle ici en France, là, éveil de la Kundalini, activation de la Kundalini, beaucoup de choses, Kundalini, Kundalini, Kundalini. Mais au final, la personne qui le fait, elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Elle sait simplement qu'il peut y avoir des bons effets. La personne qui le reçoit, elle sait pas vraiment ce qu'elle reçoit. Et nous, qui sommes ancrés dans la culture yogique depuis très longtemps maintenant, on sait que même si tu es très bon dans la montée de Kundalini de quelqu'un, tu vas toucher à des dimensions, c'est-à-dire tu vas toucher à des karmas, à des vies antérieures, à des ancêtres, tu vas toucher à des choses dont tu n'es même pas au courant. Donc si tu vas toucher à ça, bon courage, parce que ta vie ne s'arrête pas là. Ta vie ne va pas s'arrêter après la mort. Là. Il va y avoir des choses qui vont continuer et à ce moment-là, tu vas avoir affaire à tout ce que tu as créé ici. Donc, c'est aussi pour ça qu'on doit apprendre le yoga dans sa globalité et pas juste ce qui nous intéresse, parce que dans la philosophie, et c'est pour ça aussi sur ma page qu'on voit plus de la philosophie que des postures, hein, je me présente pas forcément en posture à 2-3 postes, parce que je veux faire comprendre aux gens que, notamment par exemple, dans cet exemple pour la Kundalini, que si la philosophie ne va pas avec, c'est que les gens ne vont rien comprendre. Et malheureusement, karma, ils vont avoir affaire à des choses qu'ils ont eux-mêmes créées dans leur vie parce qu'ils étaient ignorants, tu vois. Donc, la Kundalini, il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, c'est simplement quelque chose qui doit être bien appréhendé. C'est quelque chose qui doit être bien guidé et normalement, c'est stimulé par un gourou, c'est-à-dire par quelqu'un qui a accès à des dimensions de ta vie dont même toi, tu n'as pas accès. Là, tu es safe. C'est-à-dire que là, même s'il t'arrive le pire truc, euh, ça ira. Mais lorsque j'ai eu, par exemple, quand j'ai fait ma vidéo, beaucoup de commentaires, même de profs de Kundalini qui ont arrêté ça, qui sont venus me dire merci beaucoup d'avoir fait cette vidéo parce que j'ai arrêté de l'enseigner. J'ai d'autres gens qui m'ont dit j'ai arrêté d'y aller parce que, et là tu vois les effets, je peux vous faire des screenshots des messages, tu vois les effets, c'est j'ai l'impression que tout va mal dans ma vie, j'ai l'impression que je suis tombé en dépression dès le lendemain de la pratique, j'ai l'impression que... et ça m'étonne pas parce que là-bas dans l'ashram, j'entendais des gens qui étaient en psychiatrie à cause de ça. J'ai même, moi, quand j'ai vécu cette expérience, commencé à regarder des reportages, des trucs, et il y a beaucoup de gens qui ont terminé en psychiatrie parce que c'est pas juste... C'est compliqué à faire comprendre ici parce que c'est pas dans les mœurs, mais c'est pas juste ton aspect mental qui va être touché.
Si la montée de Kundalini, elle va vraiment traverser tes chakras de force, c'est qu'automatiquement, c'est comme si, je sais pas comment vous le dire, c'est comme si on essayait de prendre, je sais pas moi, de la dope, tu vois, genre, on essayait de prendre une substance chimique qui allait nous permettre de nous doper pour une pratique sportive, mais qu'au final, notre cœur allait finir par s'arrêter parce qu'on n'avait pas entraîné tu vois, à recevoir cette impulsion. C'est la même chose. Et le problème, il est là. C'est que la Kundalini, c'est pas bon ou mauvais, c'est quelque chose qui doit être pris dans sa globalité et compris de A à Z pour savoir si c'est fait pour nous. Pour que les gens évitent de venir me dire waouh, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai vu énormément de mauvais effets, j'ai vu des choses horribles, etc., etc. Bah ouais, mais en même temps, si vous touchez à quelque chose que vous n'avez pas vraiment appris, il y a de grandes chances que ça se termine mal. Ouais, ok. Ok, bah écoute, comme nous, on a quand même ce courage et on aime expérimenter. Non, Ouais, mais merci. Merci pour en effet d'éduquer, de partager la philosophie. Voilà, nous, ça fait un moment qu'on est dans le développement personnel, on est vraiment curieux et on aime parler de ce qu'on expérimente. Et puis, ça a été une invitation. Et du coup, voilà, ce vendredi, en effet, on va vivre une expérience d'activation de Kundalini. Et puis, peut-être, voilà, on verra, on en on parlera. te Et dira. on t'appellera, on te dit note, Après, là, dis-nous ce qu'on doit faire. s'il te plaît, tenez-moi au courant. Mais après, je tiens à rajouter une chose, c'est que ce qu'on appelle ici l'activation de la Kundalini ou même, je sais pas, séance de, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas réellement Ouais, de c'est pas vraiment ça. l'activation de Kundalini. Moi, ce que j'ai vécu là-bas, parce que du coup, là-bas, avec notre gourou, on a affaire à ça quelques fois dans certains programmes, ça n'a absolument rien à voir avec ce que les gens me témoignent d'ici. Hein. Ici, c'est simplement, on va aller toucher à certaines pointes énergétiques dans ton corps, certains centres, et donc, du coup, tu vas avoir des effets, tu vas avoir l'impression que ça va, ok, c'est cool. Mais la réelle activation de la Kundalini, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas ici, et c'est tant mieux. J'ai vraiment l'impression que ici, c'est pas ce à quoi on a affaire, c'est tant mieux, mais ça n'a rien à voir. Ce que j'ai Ouais. vécu là-bas, mais ça te détruit, ça peut te détruire complètement toute ta vie, quoi. Ici, c'est pas vraiment ça. Ici, c'est un peu soft. Et les gens disent oui, non, moi je l'ai fait, ça va. Mais quand on me dit ça, je suis trop content. Je me dis, mais si ça va, c'est pas vraiment de la Kundalini, tant mieux. Faites du faux. Pour une fois, je suis dans le fait du faux, tu vois. Faites de la fausse Kundalini, c'est tant mieux. Il y aura moins de dégâts. Tu vois. Donc, je sais pas ce que vous allez faire. Je sais pas où vous en êtes. Mais allez-y, voilà. De manière, c'est votre karma, c'est votre vie. Sinon, ça va être Ouais, c'est compliqué. ça, exactement, Exact. exactement, on y va avec intention. J'ai plein de questions qui me sont venues. Euh, Déjà, la première, c'est quoi enfin, comment tu pourrais définir un gourou, du coup, comment on reconnaît un gourou et c'est quoi son parcours? Gourou, il faut savoir que le terme gourou, c'est dispeller of the darkness. Donc, en gros, un gourou, il va t'éclaircir tes ténèbres. Lorsqu'on est dans Maya, ici, cette illusion de cette vie, guidée par nos sens, on a l'impression que on vit dans une sorte de matrice. Voilà. On se dit, on est dans la matrice. Comment on fait pour en sortir? Ah, mais moi, je suis entrepreneur, donc je sors de la rat race, de la matrice. Ah, mais moi, non, 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 non. Tout ça fonctionne toujours dans la matrice. Lorsque tu veux réellement sortir de la matrice et que tu as affaire à un éclaircisseur des ténèbres, eh bien, c'est quelqu'un qui, lui, n'est pas que dans Maya. Lui, il est dans Maya avec nous pour nous aider. Mais la majorité de son temps ou de sa vie, je dirais, elle est sur d'autres plans. Et ça, c'est très rare. C'est-à-dire, ça, c'est arrivé que chez les grands noms, c'est-à-dire Bouddha, Jésus, que seuls les grands prophètes ont eu affaire à ce, tu vois, ou les grands gourous, parce qu'en Inde, il y en a eu beaucoup, mais qui ont été cachés dans les montagnes, Babaji, etc. Moi, j'ai eu la chance incroyable d'être tombé sur un réel gourou et je l'ai vu quand j'ai été là-bas. J'ai vu que le gars qui est sur YouTube et le gars que j'ai vécu là-bas, ils n'ont rien à voir. YouTube, c'est du YouTube. Là-bas, croyez-moi, ce que j'ai vécu, je peux même pas le publier comme ça publiquement parce que c'est, voilà. Mais un réel gourou, c'est quelqu'un qui a eu ou qui a accès à ça et qui se permet d'être un gourou parce que il peut jongler sur les différentes dimensions. Il y a ceux qui basculent complètement sur les autres plans et donc du coup ils peuvent pas forcément être avec nous. Et il y a ceux qui, comme moi, je dirais, qui ont touché et qui sont revenus. Et rien que dans ce toucher, tu expérimentes des choses et tu comprends des choses sur la vie, la sagesse, la perception de la vie, qui n'est plus sur le même plan que la plupart des gens. Et donc du coup, tu sens que tu dois aider et tu as envie d'aider, tu vois. Mais un gourou, c'est même pas
Un gourou, c'est quasiment au niveau d'un prophète, je dirais, parce que c'est vrai, quand il est, voilà, quand il est sur le chemin d'aider. Parce qu'il y a beaucoup de gourous qui se cachent simplement et qui ont que quelques disciples. Mais un gourou qui est sur le chemin d'aider et de propager, c'est quelqu'un qui, juste à son contact, à sa présence, simplement tu t'assois avec lui, il y a déjà énormément de tes croyances, de tes limitations, de ta perception de Maya qui commence à changer. Simple, sans qu'il ouvre la bouche, hein, simplement sa présence. Parce que bah, sa présence énergétique, elle t'englobe et elle t'emmène. On dit dans la culture du yoga que si tu veux atteindre l'illumination, une des choses les plus rapides pour atteindre l'illumination, c'est juste d'être en la présence, d'être illuminé. Lorsque tu es en la présence de quelqu'un qui est illuminé, il y a rien besoin de se passer. Tu n'as pas besoin de faire du yoga. Déjà, il y a ton karma qui accélère, il y a beaucoup de processus qui se passent à l'intérieur de toi, dont tu n'es même pas au courant, mais qui vont amener des résultats incroyables dans les temps à venir. Donc, un gourou, c'est ça. Oh, Ça merci. répond. Ah oui, c'est très clair. J'avais jamais entendu cette définition. Donc, En merci. général, un Et gourou, il a passé plusieurs vies. Il a passé plusieurs vies. C'est même sûr d'ailleurs. Il a passé plusieurs vies à travailler sa libération pour finir par être dans l'état où il est. Par exemple, Bouddha, il a parlé de ses vies précédentes. Mhm. Sadhguru, il nous a aussi, nous personnellement, parlé de ses vies précédentes. Et il te les donne dans des détails où lorsque tu mènes des enquêtes, tu te dis, ah ouais, c'était vraiment lui, tu vois. Donc, vous comprenez pourquoi c'est compliqué de parler de ça ici, parce qu'ici, tu vas juste à peine parler de vie précédente, de vie antérieure. Déjà, il faut que les gens y croient, parce que pour eux, c'est une croyance. Donc déjà, il y a énormément de plafonds. C'est pour ça que c'est compliqué de travailler ici. C'est qu'il y a énormément de plafonds. Alors que là-bas, lorsque les preuves arrivent, tu te dis, ah ouais, on a affaire à des plans où la personne, elle a travaillé pendant des millénaires au final pour finir par nous donner ce qu'elle nous donne. Et tu le comprends lorsque toi, ton élévation, elle est en train de tendre vers la libération. À ce moment-là, tu le comprends. c'est exactement pour ça que les gens peut-être t'adorent sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, j'adore ça de toi. C'est que tu apportes vraiment une perception différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et d'une certaine simplicité. Notamment le terme karma, où j'ai vu tu l'avais expliqué sur tes réseaux sociaux, et même là, tu l'emploies régulièrement. Est-ce que tu pourrais nous donner, de manière simplifiée, quelle est ta vision du karma? Ma vision. La vision, je dis, je dirais même que le terme vision, il est mal employé parce que karma, il provient de la culture yogique et après, il a été bien sûr transformé, mais chez nous, dans le yoga, karma, le terme karma, ça signifie l'action. Ça signifie Action. l'action de faire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque tu veux euh, avoir une vie heureuse, ok, on va prendre un principe simple chez tout le monde. Tu veux avoir une vie heureuse, tu as des actions à mener pour que ta vie soit heureuse. Donc, ce que tu vas créer, faire, va te permettre d'avoir une vie heureuse. Et le karma, c'est le faire. Le karma, c'est pas, je sais pas, moi, j'ai volé une orange chez l'épicier, donc on va me voler des choses, on va me cambrioler la maison dans 10 ans. C'est pas ça le karma. Le karma, c'est la manière que tu as de faire la chose et ce que tu fais va créer un avenir relatif à ça. Comme si je te disais de manière simplifiée, ce que tu émets comme vibration va te revenir. Ok. Ce qui est totalement différent de j'ai fait du mal à quelqu'un et du coup on va me faire du mal. Si tu as fait du mal à quelqu'un avec une intention ultra bonne de sauver le monde parce que ce gars a été, je sais pas moi, un terroriste, bah il y a de grandes chances que ton karma ne vienne pas te refaire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend ici. Le karma, c'est l'action. Il faut que les gens se mettent ça dans la tête. Okay. Carrément. Et puis, tu parlais également de vie après la vie, ou du moins de vie après la mort. Est-ce que tu as toujours cru, toi, qu'il y avait une vie après cette vie-là? Ou est-ce que tu as une vie avant cette vie-là? Est-ce que tu as toujours cru ça? Oui. Alors, Ouais. moi, il faut savoir que moi, j'ai grandi dans une famille hindouiste. Après, quand je suis arrivé à mon expérience, j'ai jeté toutes les religions de côté. J'ai dit, j'en ai marre des religions, j'ai plus envie que vous m'enfermiez dans des boîtes, j'ai juste envie d'expérimenter Dieu. Je veux plus du reste là. Et c'est là où je l'ai expérimenté. C'est quand vraiment j'ai surrender, je me suis abandonné complètement au divin. D'ailleurs, ce jour-là, je l'appelais la vie. Je l'appelais même pas Dieu, je disais la vie.
Je crois plus en toi, Dieu. La vie, s'il te plaît. Et là, la vie est venue me chercher. Donc, du coup, je dis, ça veut pas dire ne croyez pas en religion. Hein. Pour moi, la religion est une direction. Si tu vas vraiment intensément, tu expérimentes Dieu. Mais si tu vas à moitié, ça sert à rien. Sors de là. Donc, j'y ai toujours cru parce que c'était dans ma culture. Mais lorsque ça en devient de l'expérience, c'est-à-dire lorsque pendant certaines méditations ou pour certaines pratiques, tu as affaire à tes vies précédentes ou tu as affaire à tes ancêtres, eh bien, pour aller mieux, hein, eh bien là, tu sais que c'est plus des croyances. Là, tu sais que ça devient vrai. Mais c'est vrai que je l'ai toujours cru quelque part en moi. J'ai toujours su que on s'arrêtait pas à la mort, que la mort c'était simplement un pont et que quand on traversait ce pont, il y avait probablement quelque chose de plus beau après. Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a peur de la mort et qui n'a pas vraiment, ouais, qui a peur de la mort en fait, tout simplement? Qui a peur de la mort pour elle-même. Oui, pour elle ou pour les autres, de perdre, des proches ou elle-même de mourir. Alors, c'est deux choses différentes parce que perdre un proche et avoir peur de ça ou en tout cas être triste après que la personne soit partie ou ce genre de choses, c'est simplement de l'égoïsme. Pourquoi? Parce que Mmh. la personne s'en va, on est triste pour elle et pour nous de quelque chose dont on ne sait pas. On ne sait pas ce qui se passe après. Mais pourtant, on est triste. Mais qui te dit que derrière, il n'est pas dans le paradis en train d'avoir tout ce qu'il veut, en train de jouer, de s'amuser, de danser? Personne ne le sait. Personne ne le sait. Pourtant, on est triste. Donc, cette peur, elle va créer énormément de choses basées sur l'ignorance. Et d'ailleurs, c'est pour ça le yoga, parce que le yoga, c'est l'expérience, c'est pas de la croyance. Et donc, cette mort, elle peut faire peur lorsqu'on est ignorant, lorsqu'on n'a pas affaire à elle, lorsqu'on reste bloqué sur notre Muladhara, c'est-à-dire notre premier chakra qui lui est très lié à la mort. Et donc, du coup, lorsqu'on est bloqué là, automatiquement, ce qui se passe, c'est, ah non, mais j'ai pas envie de quitter ce que j'ai là. J'ai pas envie de changer la zone dans laquelle je suis. Sauf que dans la culture du yoga, on sait que cette zone-là, mais c'est même pas le niveau 1, quoi. C'est même pas le niveau 1 sur 100, quoi. Derrière, on va expérimenter énormément d'autres choses qui vont être de plus en plus merveilleuses, ou en tout cas, une autre chose qui va être beaucoup plus merveilleuse que cette vie-là. Et donc, bah, la mort, au contraire, on va pas aller la chercher, parce que si on est là, c'est pour des raisons. Mais quand elle va arriver, notre conscience va être éveillée et on va l'accueillir. Et lorsque tu accueilles la mort, elle fait partie de la vie. Vous savez, lorsqu'on naît, lorsqu'on vient de naître, la seule chose dont on est sûr, c'est la mort. Donc, lorsqu'on vient de naître, on est déjà mort. Lorsqu'on est, on est sur le processus de la mort. Donc, on est en train de mourir à la naissance. Donc, lorsqu'on sait ça, bah, comment on peut appréhender quelque chose vers lequel on tend? La mort, c'est quelque chose vers lequel tout le monde tend. Donc, c'est plus quelque chose qu'on doit apprendre à aimer et à accueillir, et non pas à aller à rush vers la mort, voilà, mais apprendre, surtout pas, mais apprendre à comprendre, je dirais, pour pouvoir l'accueillir. Et ça, le fait de comprendre, pas comprendre parce que c'est d'intellectualiser, mais le fait d'appréhender, Mmh. d'expérimenter sa mort, va nous permettre de mieux vivre. Le fait que la mort nous fasse plus peur va nous permettre à notre vie d'être vraiment vivante. Parce que du coup, on va vivre sans peur et la vie va toucher son plein potentiel. Et sûrement à ce moment-là, on va comprendre la raison de notre venue, etc. Alors que si tu vis avec cette peur, elle va t'empêcher vraiment d'aller intensément dans cette vie. Et le fait que tu t'empêches, bah, tu te bloques dans ce qu'on appelle des cycles samskara. Et bon, là, on rentre dans quelque chose d'autre, mais du coup, tu vas rester bloqué dans un cycle que tu vas devoir percer tôt ou tard, dans cette vie ou dans d'autres. Je, Mmh. je voudrais vraiment qu'on appuie là-dessus. Ce serait quoi finalement les conséquences d'avoir peur de la mort? Les conséquences, c'est de ne pas vivre. Lorsque tu as peur de la mort, tu ne peux pas expérimenter la vie. Prenons un exemple. Lorsque dans certaines de mes vidéos, j'ai dit, enfin, c'est compliqué à expliquer, mais dans certaines de mes vidéos, je suis simplement en train de regarder la nature et je suis en extase totale. Et je le dis et je dis que ça serait incroyable si tout le monde pouvait simplement sentir cette symbiose, cette énergie qui est constamment en transaction avec absolument tout ce qu'il y a autour de nous et que si juste 5 minutes dans ta journée, tu pouvais expérimenter ça, tu serais dans ce sentiment de bénédiction. Tu te sentirais béni constamment du matin au soir. Et lorsque je dis ça, j'en perds beaucoup
Je perds beaucoup de personnes qui, en termes de capter l'information, parce que il y a toujours ces peurs de la mort, ces peurs d'un certain futur, au final, qui les empêchent de pouvoir être pleinement eux, pleinement présents, pleinement intenses et d'aller à fond. Et le fait que tu n'ailles pas à fond dans cette vie, que ce soit sur une activité, un sport, l'adrénaline même, ou bien même en étant assis complètement en fermant les yeux, dans ton sentiment de paix ou de bonheur, que tu n'ailles pas à fond dans ces émotions-là, bah, automatiquement, quand tu vas finir cette vie, et ça, je mets ma main à couper que c'est vrai, le passage vers la mort, je suis quasiment sûr que tout ça, ça va te défiler. Tous ces moments vont défiler et tu vas te rendre compte que tu aurais pu faire mieux. Et moi, c'est en me posant cette question que je me suis rendu compte qu'il fallait que je la vive intensément. Je me suis dit, mais attends, si sincèrement, là, j'arrive au pied de mon lit dans 50 ans et que je revois toute ma vie de comment moi je l'ai vécu à l'intérieur de moi, est-ce que je serais réellement satisfait d'avoir vécu ma vie sur des peurs, sur des attends pas trop parce que j'ai quand même peur d'y passer, attends mais pas ça parce que c'est un peu dangereux, ou alors pas, ou au contraire, est-ce que je serais heureux d'avoir vécu une vie qui était en mode mais full on, tu vois, genre intense à 100% et quitte à ce qui se passe, quoi qu'il se passe, au moins, bah, chaque émotion, chaque cellule de mon corps aura vibré à sa plus haute intensité comme le divin en fait au final. Et là, je me suis dit non. Et c'est d'ailleurs ce moment-là où j'ai complètement shifté même mon état d'être et que chaque chose que je fais, je le fais à fond. Quand, quand par exemple, j'ai raconté une histoire d'un enfant qui a fait d'ailleurs sur TikTok plus de 600 000 vues, un enfant qui cherchait ses parents dans le train, il avait 5 ans à peu près, et personne ne le calculait, etc. Et ensuite, il est venu à moi. Et moi, j'ai dit, mais attends, mais viens, je t'enveloppe dans mon amour, on va chercher tes parents, tu vois. Et cette vidéo, elle a fait du buzz. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ne sont pas comme ça. Mais c'est Mmh. pas normal. C'est pas normal de ne pas aider un enfant. Et dans les commentaires, je voyais, oui, mais tu sais, maintenant, il y a tellement d'histoires d'enlèvement. Il y a tellement d'histoires en fait, c'est un enfant qui vient te chercher et après, on t'emmène dans un guet-apens ou je ne sais quoi que non. Et à chaque fois, je répondais, je préfère finir dans un guet-apens et mourir tué à cause de ce complot que de laisser une opportunité d'aider un enfant de 5 ans à retrouver sa mère. Et ça, c'est la réalité. Quand tu vis à 100%, bah, peu importe le risque que tu prends, si tu sais que c'est la bonne chose à faire et que tu es sur la voie du divin, il va t'aider. Et tu le fais. Et c'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, c'est ce que j'aimerais enseigner à tout le monde. Tu vois. Donc la mort, elle va t'empêcher de vivre. Hmm. Mmh. Et puis dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous avez senti ce moment, toi j'ai vu que tu avais souri mon amour quand il parlait justement de la mort, est-ce que tu veux partager ton ressenti? Ouais, moi, ça m'inspire beaucoup parce que je t'ai posé cette question pas pour rien. Quand j'étais petite, j'avais beaucoup peur de la mort. Ah, mais vraiment énormément, tu vois. J'étais petite et je me souviens dire à ma mère que j'avais peur qu'elle parte, etc. Et donc, j'ai ce truc en moi et des fois, ça revient. Alors que bah, j'ai aussi vécu des expériences, je crois profondément en la vie après la mort, et pourtant il y a quand même ce truc parfois à l'intérieur de moi. Et là, tu vois, je trouve que tu nous as donné une belle perspective, qui est que finalement, dès que tu nais, tu sais que tu vas mourir. Donc c'est quelque chose qui est inévitable. Donc pourquoi en avoir peur? Et surtout, je trouve que la prise de conscience que plus tu es dans la peur de la mort, tu t'empêches de vivre, elle est forte parce que je me définis comme une bonne vivante, donc c'est clair que j'ai pas envie de m'embêter avec ces pensées-là, quoi. Donc merci, c'était très puissant, ouais. Grand plaisir. Ouais, j'avais une autre question. Donc tu nous as beaucoup parlé du yoga, que c'était une philosophie plus qu'une pratique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ton point de vue sur le yoga? Parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, on voit beaucoup le yoga avec les postures et finalement, on ne connaît pas vraiment la philosophie du yoga. Alors, pour y aller en bref, le yoga a été enseigné il y a plus de 15 000 ans. Donc, avant même toutes les religions. Avant même toutes les religions, il y a eu un enseignement d'un yogi qui est apparu sur l'Himalaya, qui s'appelait Adi Yogi, qui est une des formes, une des formes de Shiva, en fait, au final, qui est la forme du premier yogi. Adi Yogi, premier yogi. Et donc, quand il est arrivé sur Terre, il a rassemblé, enfin, sans le faire exprès, il avait les yeux fermés pendant des années, on dit,
il a rassemblé des disciples autour de lui. Pendant des années, les gens le voyaient assis sans manger, sans boire, avec des larmes qui coulaient d'extase, tu vois. Et donc, à ce moment-là, pour passer les détails, au bout d'un moment, il a fini par se dire, bon, les seuls qui sont restés autour de moi, il en restait 7. Il restait 7 disciples qui sont restés autour de lui. Et il a dit, vous, je vais vous apprendre 112 méthodes de libération. 112 méthodes qui vont te permettre de sortir de Maya et de rejoindre le divin, de comprendre les autres plans et d'y aller à fond. Et donc, dans ces 112 méthodes, c'est que du yoga. C'est-à-dire que c'est des postures, c'est des exercices de respiration, c'est plein de choses. Ok. Et là, à partir de là, le yoga est né. C'est-à-dire que les disciples ont appris pendant des années autour de Adi Yogi qu'est-ce qu'était le yoga. Mais dans le yoga, et même quand tu vas vivre avec un gourou, tu vas le comprendre, dans le yoga, les postures, c'est même pas un huitième. Un huitième, c'est une branche. C'est même pas un huitième, c'est même pas un dixième de ce qu'est le yoga. Le yoga, c'est avant tout un état. Yog, ça signifie union. Yoga, ça signifie l'union. Donc, quand tu tends à aller vers l'union, c'est pas simplement physiquement. C'est aussi mentalement, énergétiquement, émotionnellement. Tu vois, c'est sur ces 4 plans à minima que tu expérimentes le yoga. Donc, lorsque le yoga est apparu, et qu'après, il a été notamment infusé dans l'hindouisme, qui à la base non plus n'était pas une religion, mais un lifestyle, mais qui ont dû se créer une religion parce que derrière, il y avait des histoires de guerre, etc. Eh ben, lorsque le yoga s'infuse dans le peuple, à la base, notamment le peuple indien, il tend vers la libération. C'est-à-dire, il tend vers l'expérience. Il ne croit pas en Dieu, il l'expérimente. Il fait des choses, des outils pour pouvoir comprendre la vie, comprendre qu'est-ce qu'il y a après la mort, qu'est-ce qu'il y a avant, d'où l'on vient, quelle est ma raison d'être, pourquoi est-ce que je suis triste, comment on fait pour être heureux, tout ça. Et donc là, il y a des outils plus précis. Là, on rentre dans du technique. Et ce technique-là, il te permet normalement, c'est-à-dire les postures, les asanas, comme on les appelle, ils doivent normalement te permettre de pouvoir être assis sans encombre. Normalement, les postures, elles servent à pouvoir être assis sans que le corps te gêne. Le but d'une posture, à la base, c'est ça. Donc, lorsque tu es capable d'être assis, lorsque tu es capable d'être assis sans que ton corps te gêne, à ce moment-là, tu vas pouvoir enfin commencer à entrer en toi pour aller chercher le divin ou au moins expérimenter ce que tu as besoin d'expérimenter. Mais si tu t'assois et que ton corps te gêne, déjà, il faut aller faire le travail sur le plan physique. Et les asanas, donc les postures qu'on voit ici, normalement, elles sont plus axées sur le physique qu'autre chose. Donc, ce que je pense du yoga, c'est qu'il a été énormément transformé, que ma chaîne, mon compte, il sert notamment à ça. Il sert notamment à ce que les gens comprennent que le yoga, c'est pas ce qu'on voit ici, notamment, c'est beaucoup plus. Et dans ce beaucoup plus, il y a énormément de gens qui n'ont pas envie de faire des postures qui peuvent être dans le yoga. Moi, lorsque j'ai expérimenté yoga, j'avais jamais fait une seule posture de yoga de toute ma vie. Vous comprenez? Le yoga, c'est pas ce qu'on voit. Le yoga, c'est ce qu'on est. Et quand les gens vont comprendre ça, ils vont vouloir chercher à être avant de faire. Puissant. Est-ce que tu aurais là, pour les personnes qui nous écoutent, une philosophie ou une leçon qui t'a marqué justement du yoga? Je pense que une des choses qui revient souvent, et du coup je peux en faire une leçon, c'est j'ai du mal à me détacher de mon mental, voilà, je réfléchis tout le temps, j'arrive pas à l'arrêter, etc., etc., etc. Faut comprendre que ça arrive pour une seule chose, ça, c'est parce que on a été mal conditionné. C'est-à-dire tout ce qu'on a appris et expérimenté socialement dans notre environnement, dans notre éducation, nos parents, nos professeurs, nos copains quand on était petit, notre compétition pour avoir la meilleure note, bref, tout ça, ça nous a mis dans un carcan qui nous empêche de voir au-delà. Le yoga, il te permet de voir au-delà. Et donc, quand je dis le yoga, il faut que les gens comprennent, c'est pas les postures qu'on voit sur Instagram, c'est le yoga te permet de voir au-delà. Et donc, quand on dit te permet de voir au-delà, c'est mon mental continue à réfléchir en quoi le yoga va m'aider. J'essaye de m'asseoir en méditation, je n'y arrive pas. J'essaye de faire des postures, je n'y arrive pas. J'ai posté une vidéo d'ailleurs en 4 épisodes où je parlais avec un des plus grands, enfin un des sannyasis les plus importants de l'ashram là-bas.
Et j'arrêtais pas de lui poser des questions. Je lui disais, j'ai mon mental qui arrête pas je comprends pas, il est constamment actif, j'arrive pas à l'arrêter. Même quand je fais des postures, je lui disais, j'ai la personne qui fait la posture, j'ai une personne qui regarde la personne qui fait la posture dans ma tête, j'ai une personne qui juge la personne qui regarde la personne qui fait la posture, et j'ai un autre gars qui est au kiné sur son écran en train de tout regarder. Et je disais, mais je vais jamais y arriver là, Swami. Comment je fais? Et tous les jours, il répondait à des questions, et à chaque fois, à la fin, il terminait par me dire, just do. Juste fais ta sadhana. Sadhana, c'est les pratiques de yoga pour te permettre d'aller plus loin. Et il me disait, juste fais-le, juste fais-le, juste fais-le, juste fais-le. Il me disait ça tous les jours, tu vois. Et moi, je me disais, bah, mon mental, il fonctionne toujours à fond. J'arrive pas à l'arrêter. Je comprends pas. Et en fait, au bout d'un moment, c'est-à-dire à travers la répétition d'une activité de détachement, enfin, de désidentification du mental, à travers la répétition de cette activité-là, eh bien, j'ai appris et j'ai compris qu'en fait, le temps que j'ai mis à trouver cette paix intérieure, ce calme en tout cas, c'est le temps de déconditionnement. C'est le temps de guérir de toutes les maladies mentales que j'avais accumulées pendant ma vie. Et là, j'ai compris l'importance de la répétition et de la discipline. Et c'est pour ça que notre gourou nous a disciplinés à nous réveiller à 4 heures et à se rendormir vers 22, 23 pour recommencer tous les jours et qu'il n'y avait pas de week-end, pas de samedi, pas de dimanche et qu'on faisait ça pendant 1 an. C'est parce que la répétition sur une activité de désidentification au mental et au corps, je pense que c'est la chose la plus importante que l'être humain doit apprendre. Parce que quand il apprend ça, bah, il est d'abord en paix avant d'aller utiliser son mental, tu vois. Et donc, moi, j'ai just do. J'ai juste fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je faisais. Et au bout d'un moment, j'ai compris que à force de me concentrer, de travailler ma concentration, mon attention, ma présence se joignait à ces deux choses. Et lorsque la présence, elle se joint à ta concentration, là, tu deviens énergétique. Là, on touche à des plans du pranamaya kosha, c'est-à-dire de ton énergie. Et donc là, lorsque tu changes ton énergie, c'est-à-dire tu commences à libérer des chakras, tu commences à les désobstruer, là, c'est même plus toi qui décides. Là, l'énergie, elle le fait à ta place. Maintenant, le matin, moi, je suis en mode robotique avec mes pratiques. Hein. Je sais très bien que quel que soit ce que je dois faire dans ma journée, même si je dois dormir que 4 heures la veille, là, je me réveillerai 1 heure avant pour faire ma pratique, être pleinement concentré dedans, parce que je sais que, quelle que soit ma journée, ça va me permettre d'être désidentifié de ce mental et de ne pas me prendre pour ce que je ne suis pas. Donc, si je devais donner un conseil aux gens, c'est une fois que vous avez trouvé ce qui vous permet de vous désidentifier, et pour certains, je dis le yoga, mais pour certains, ça peut être l'art, la peinture, ça peut être la danse, ça peut être aussi le sport, mais le sport, ça touche à d'autres dimensions. Donc, je dirais surtout l'art. Eh ben, une fois que tu as trouvé ça, tu le répètes tous les jours, quotidiennement, jusqu'à temps que le lac commence à devenir calme. Et quand le lac est calme, tu décides si tu envoies un courant ou pas. En tout cas, c'est comme ça que nous, on a appris et c'est comme ça que ça marche très bien. Puissant, merci pour tes partages. C'est clair. Une belle synchronicité avec ce qu'on a fait dans notre école, du coup. Ça va beaucoup inspirer nos élèves et toutes les autres personnes qui nous regardent. Merci pour ça. Tu avais une question, en effet, parce que je rebondis sur ce que tu viens de dire, mon cœur. En effet, ce week-end, on a mis l'accent sur le fait de se désidentifier de toutes ces identités qu'on s'est mis, de toutes ces croyances. Parce que tant qu'on reste bloqué là-dedans, finalement, on s'empêche d'expérimenter la vie sous toutes ses facettes. Et tu parlais, toi, tout à l'heure du Maya, l'illusion de la vie. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours l'impression d'être bloqué dans ce Maya ou plus vraiment? J'ai l'impression d'être en train d'expérimenter ce Maya. Ça, c'est sûr. Ça, c'est obligatoire parce que on est des êtres divins, spirituels, dans un corps physique. Et ce corps physique, il a été propagé ici sur cette planète qui est très physique aussi, matériel, etc. Donc, quelle que soit ma perception énergétique de la vie, même si lorsque parfois je vois des gens, je vois surtout leur énergie et je vois pas du tout le corps physique, bah, je suis quand même en train de vivre dans cette journée physique et donc dans ce Maya. Donc, j'expérimente ce Maya, mais le but d'un yogi, c'est de pouvoir faire des allers-retours. On appelle ça la danse et le danseur. Lorsque tu danses à l'intérieur, eh bien, tu es dans le Maya. Sauf que tu es pleinement conscient que tu es dans le Maya. Tu vois? Il faut pas se laisser emprisonner ou embarquer dans un truc qui n'est pas fait pour toi. Ou croire que ce Maya, il est vrai et être triste à cause de Maya.
une fois que tu es en train de danser, tu danses en pleine conscience et en sachant que tu ne peux pas être triste parce que tu es dans cette matrice, tu es dans ce maya. Mais on fait un maximum, nous les yogis, entre guillemets, d'aller-retour avec la danse. C'est-à-dire, on prend le recul, on le voit de l'extérieur, on coupe un peu, tu vois, grâce à nos pratiques, grâce à notre calme, à notre méditation, etc., à nos kriyas, on coupe un peu. Et cette coupure, elle nous permet à chaque fois de pouvoir faire l'aller-retour. Le but, c'est surtout de ne pas être emprisonné dans Maya. Donc, oui, j'expérimente Maya. Je sais pas si on peut dire que je suis encore bloqué dedans. Je suis bloqué et pas bloqué aussi, débloqué aussi. Je sais pas. Ouais, déjà, rien que le Quand on fait a de, conscience. ouais, rien que le fait d'avoir conscience qu'il y a une matrice qui se joue, ça te permet facilement de te désidentifier, de sortir, de prendre de la hauteur et de danser comme tu dis. Ça serait quoi pour les gens qui sont pas conscients qu'il y a une matrice ou qu'il y a Maya, ça serait quoi les éléments que tu perçois qui finalement est synonyme de Maya? Ben, là, tout de suite, parce que j'ai une vidéo qui est sortie récemment sur la rupture, mais je dirais que c'est ce dans quoi les gens vont s'emprisonner dans Maya, c'est les émotions. C'est-à-dire que lorsque je vis une relation et qu'elle me fait mal, on va prendre l'exemple commun général du couple, rupture. Eh bien, lorsque je vis une rupture, je suis mal parce que il arrive quelque chose que je ne voulais pas. Ok? Je ne voulais pas que la personne me quitte, on va prendre cet exemple, et elle me quitte. Donc j'ai mal, donc je suis triste, donc je rentre en dépression, donc je prends du temps avant de guérir, donc je suis mal. Quand je suis mal, j'attire peut-être des maladies, des infections, et après je comprends que ah non, tout ça c'est pas bon pour moi ni pour mon corps. Allez, je rebondis, je suis quelqu'un de fort. Et pendant ces 6 mois, il s'est passé quoi? T'as fait que de descendre, non-stop, non-stop, en croyant que ça allait t'aider, tu vois. Parce que l'émotion t'a fait tellement mal que tu as l'impression, et pour moi je le dis, ça je vais peut-être avoir des personnes qui vont venir me reprendre là-dessus, on a l'impression d'avoir besoin de temps pour vider l'émotion. Ce n'est qu'une impression. On a l'impression que non mais moi j'ai besoin quand même de 2-3 jours pour être mieux parce que le temps que ça se libère. Si réellement les gens étaient intenses, dans la minute, ça peut se libérer. Et je le dis parce que j'ai expérimenté le gars qui a pris des mois voilà, à passer au-dessus d'une rupture, etc. Et maintenant, le gars qui, bah, si demain je vis une rupture, ça sera peut-être quelques minutes, quoi. Et même j'en ai vécu une il y a quelques temps, quelques minutes. Pourquoi? Non pas parce que je suis détaché, au contraire, je vis pleinement, mais c'est surtout parce que lorsque tu commences à avoir conscience de Maya, bah, dès qu'il y a une émotion négative qui t'impacte, que ce soit en couple, mais même dans ta vie, avec ton patron, n'importe, bah, tu as une sorte de conscience qui prend le dessus et qui te dit, attends. Oublie pas que c'est comme si tu étais dans un jeu. C'est comme si tu étais dans la danse, tu étais dans un jeu vidéo. Et donc là, bah, tu dois passer à travers cet état. Pourquoi pas la passer de manière positive et de manière joyeuse? Pourquoi pas la passer en se faisant le maximum de bien? Tu vois, quand les grands sages, ils ont dit oui, c'est quoi? C'est soit j'apprends ou soit je sais plus quoi là. Tu vois, genre tu l'as. Soit j'apprends, soit j'échoue, ou Un truc soit comme ça. Là. j'apprends, ou soit j'évolue. Voilà, tu vois quelque chose comme ça. Un C'est truc quelque comme chose ça. comme ça. Ouais. Ça vient souvent, ce truc-là, ça vient souvent à la base, ça vient des grands sages, la haute. Soit j'apprends, soit Je perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne, un truc comme ça. Voilà, soit je gagne, soit j'apprends. Soit je gagne, soit j'apprends. Et merci, tu vois. Super, cerveau collectif. Et tu as dit ça au moment où je dis que ça vient de grands sages. Ça vient de grands sages, cette phrase, tu vois. Et ben, pourquoi ils ont dit ça? C'est parce que dans la réalité, imaginons que tu perdes, imaginons que tu vives une rupture, ok? Toi, tu as l'impression de perdre, mais cette impression, elle vient de ton conditionnement qui t'a appris que lorsque tu vivais une rupture, comme dans les films que tu as regardés, en fait, lorsque tu vivais une rupture, eh bien, c'était quelque chose de trop triste et c'était quelque chose qui nous permettait d'aller manger de la glace devant un film Netflix le soir dans son lit. Tu vois, en fait, tout ça, c'est du conditionnement. C'est les films, c'est les Disney, c'est tout ça qui nous ont conditionnés à croire que une rupture devait se vivre de cette manière. Mais lorsque tu es sur la voie yogique et que tu as conscience de Maya, dès qu'une émotion que tu ne veux pas te touche, tu comprends tout de suite que tu ne dois même pas lui laisser la place. Tu ne dois pas lui laisser la place de venir alimenter ton esprit ou ton être. Tu dois tout de suite lui faire comprendre que tu as déjà enclenché le processus pour aller mieux. Et là, en fonction de ton karma, de ta vie et de plein de ton passé, etc.,
Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais si dès la première minute, tu enclenches le processus, mais tu verras que en fonction de ton intensité, ça peut être très rapide. Et quand je dis très rapide, quand je vous dis que moi, ma vie entière, elle a changé en quelques, la méditation, elle a duré 2 heures. Dans la réalité, j'étais assis pendant 3 heures et demie, même dans le froid, à pas bouger. Mais entre le gars avant la méditation et le gars après, je vous assure que même ma manière de marcher, ma démarche avait changé. Ma manière de parler avait changé. Tout avait changé comme si j'étais devenu une nouvelle personne. Parce que l'intensité que j'avais mise dans le je veux plus être triste, je veux plus être en dépression, je veux être quelqu'un de chanceux, je veux être quelqu'un d'heureux, je veux expérimenter la paix à l'intérieur de moi. L'intensité que j'avais mise, elle a été tellement forte que ça a brûlé complètement mon passé. Et quand on vit une rupture ou qu'on vit une situation un peu difficile, on peut brûler cette situation dans la minute. Mais ça dépend de l'intensité, à quel point tu le veux. Est-ce que tu préfères tes films Disney qui jouent dans ta tête ou est-ce que tu veux être cette personne qui... Non, mais dans la réalité, c'est je caricature, mais c'est ça. Hein. Ou est-ce que tu veux être cette personne qui en maîtrise, en contrôle de sa vie un peu, tu vois, qui libère son esprit et qui contrôle sa vie. Je veux pas être triste, je le suis pas. Ça peut être aussi. C'est super fort, tu viens de soulever une croyance qui est forte dans la conscience collective où en effet, pour être bien, pour se transformer, ben, il faut que ce soit dur, il faut que ce soit long et que voilà, pour avoir des changements profonds et durables, on a vraiment cette conscience collective que ça doit être dur et long. Donc merci pour ton partage. Et puis, je voulais te poser une question également parce que tu expliquais que quand on ressentait une émotion forte, on ressentait de la tristesse, par exemple, parce qu'on vit quelque chose qu'on ne voulait pas vivre. Est-ce que, selon toi, il y a d'autres causes au fait qu'une personne elle soit triste ou en dépression ou en colère, qu'elle vive quelque chose d'intense émotionnellement? Moi, je vais encore vous donner une raison. Il y en a d'autres, hein, mais qui va être liée à un peu de spirituel, parce que j'aimerais que les gens commencent à toucher à cette phase de cette spiritualité en eux, les attentes. Quand quelqu'un est triste pour quelque chose, c'est parce que quelque part en lui, il y avait une attente de ce que aurait dû être la situation. Donc, lorsque la situation n'est pas comme ce qu'elle aurait dû être, ouais, je suis triste. Mais à quel moment est-ce que tu vas créer cette attente? C'est ça, c'est là où il faut poser la conscience. C'est, j'ai une situation que je ne voulais pas qui arrive. OK. Mais quand on dit je ne veux pas, c'est que quelque part, on a posé une intention de ne pas le vouloir. Tu vois? Donc, si on pose une intention de ne pas le vouloir, on s'emprisonne. Parce que la vie ne va jamais aller dans ce que toi tu veux. Elle va t'envoyer ce qu'elle doit t'envoyer. Et toi, tu dois faire face à ça. Et donc, pour faire face à ça de la meilleure des manières et rester heureux toujours, quelle que soit la situation, bah, tu ne poses pas d'attente. Tu sais que la vie, elle va toujours aller au-delà de tes attentes. Elle va toujours chercher à briser tes limitations, à te challenger pour te faire grandir, pour évoluer, etc. Donc, pourquoi prendre le mal comme le mal et le bien comme le bien? Pourquoi ne pas se dire tout est bien? Et quelle que soit la situation, même si elle est un peu inconfortable, elle va me permettre d'arriver à un point qui va être tellement mieux que c'est aussi quelque chose de bien, c'est aussi quelque chose de positif. Dans la réalité, quand on dit le négatif n'existe pas, c'est vrai, c'est la réalité. C'est juste que on polarise ces choses parce que quelque part on met un métrique. Ça va, c'est bien. Dans le commun général, ça va. Et ça, c'est pas acceptable. Mais qui t'a dit que c'est pas acceptable? Quand j'étais dans l'ashram, on dormait dans un hall, des centaines de personnes, on dormait dans un hall. Le toit, il était troué au début parce qu'ils n'avaient pas encore fini de construire le bâtiment. Donc, on dormait. L'eau coulait la nuit à côté de nous. Donc, tu dormais et tu recevais des gouttes d'eau de la pluie. Qui va s'imaginer ça? Je dis ça, 99,9% des gens vont me dire, je n'arriverai pas à dormir. Bah, je vous assure qu'on a tous réussi à dormir comme il fallait. Pourquoi? Parce que dès le début, on nous a exprimé et on nous a surtout expliqué que les limitations, le positif, le négatif, les choses qu'on croit être bien, pas bien, c'est juste quelque chose qui fait partie de nous et qui peut largement changer. Et tu peux finir par avoir que 10 choses sur cette terre que tu vas considérer comme négatives et tout le reste positif, si réellement tu le veux. Mais il faut enlever tes attentes de la vie et il faut enlever ces croyances que l'inconfort, c'est quelque chose de mauvais ou que l'inattendu, c'est quelque chose de mauvais, tu vois, ou que l'ignorance, c'est comme le racisme. L'ignorance, c'est quelque chose de mauvais. Je ne connais pas, donc j'aime pas.
Mmh. Je suis dans l'inconfort parce que du coup, j'aimais bien être allongé sur mon canapé, mais maintenant, tu me fais marcher dans du sable pieds nus. J'aime pas. Et pourquoi t'aimes pas? Est-ce que tu connais les bienfaits du sable qui entre en contact avec ton corps? Non. Eh ben, c'est aussi quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Chaque situation, elle a son positif, mais chaque être humain, il a son métrique. À vous de choisir où vous le mettez en. Merci, tout est juste. Et du coup, ça m'a emmené sur un autre sujet parce que tu as dit la vie t'envoie ce que tu as besoin et pas forcément ce que tu veux. Mais en ce moment, on nous parle, pareil, on a parlé de la Kundalini et on nous parle aussi beaucoup de la loi de l'attraction. Mais du coup, si la vie nous emmène ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'il en est de la loi d'attraction? On ne peut pas vraiment attirer ce qu'on désire finalement. On peut attirer tout ce qu'on veut. OK? On peut attirer tout ce qu'on veut. D'ailleurs, dans la loi d'attraction, vous l'entendrez, ils diront les choses ne viendront pas sous la forme sous laquelle vous y attendez. Ils disent Hmm. souvent. Pourquoi? Parce que en fonction de la fréquence sur laquelle tu vas vibrer, eh bien, tu vas attirer des choses qui vont être similaires à cette fréquence. D'accord? Ça, c'est une chose. On va prendre un exemple simple. Imaginons que je sois sans emploi et que je veuille trouver un job. euh, Comment je pourrais dire? Voilà, je veuille trouver un job qui me paye 3 000 € par mois. Disons ça. Hmm. Dans mon inconscient, ok, je sais que l'informatique, en général, ça paye pas mal. En fonction des postes et de l'expérience, on peut vite arriver à 3. Donc, du coup, eh bien, je vais commencer à faire le travail d'attraction nécessaire pour attirer ça. Je finis par attirer quelque chose dans l'informatique où je gagne 3 000 € par mois. Donc, la loi de l'attraction a fonctionné. C'est parfait. OK? À ce moment-là, une fois que tu vas être dans ce métier, il va se passer deux choses. Tu vas commencer à vivre ton attirance, tu vas la vivre, tu vas t'épanouir, tu vas être trop bien. Au bout de quelques temps, moi, perso, ce genre de situation, ça dure pas 3, 4 mois. Pour certains, ça peut être des années. Au bout de quelques temps, il va y avoir ce dont tu as réellement besoin qui va se présenter à toi. Hmm. Sous deux formes. Soit ça va se présenter, c'est-à-dire la vie va te l'envoyer. Et là, mince, il va falloir peut-être que je quitte ce taf, mais que j'aille vers un travail qui paye un peu moins, mais qui est beaucoup plus moi. Tu vois, j'ai toujours eu dans l'envie d'aider l'être humain. Et là, on me propose un poste en tant que, je sais pas moi, coach dans une entreprise où je vais avoir 10 clients par semaine. Trop bien l'expérience, trop bien. Mais ça veut dire qu'il faut que je quitte mon informatique pour 3 000 € par mois. Oh là là, qu'est-ce que je dois faire? La vie t'envoie ce dont tu as besoin sous cette forme ou sous une autre forme qui est à l'intérieur de toi. L'envie de quitter ce travail, elle va commencer à te ronger. Tu vas te dire, putain, mais j'ai passé des années à vouloir l'attirer. Une fois que je l'ai, j'ai l'impression que je veux autre chose qui a rien à voir. Pourquoi? Parce que ce dont tu as réellement besoin, c'est souvent pas ce qu'on cherche à avoir dans la vie. Comme la plupart du temps, on est désaligné avec nous-mêmes, avec ce qu'on appelle l'âme ici, comme on est la plupart du temps désaligné avec l'âme, bah, on va chercher à fulfill, tu vois, à Remplir, euh, combler. combler ces besoins qui sont liés sur d'autres plans, besoins matériels, besoins émotionnels. C'est aussi pour ça que le couple souvent fonctionne pas. C'est parce qu'on n'attire pas quelqu'un qui est aligné avec notre âme, on attire quelqu'un qui est aligné avec nos besoins psychologiques et émotionnels. Le travail, la même chose. On va pas attirer un travail qui va être aligné avec notre âme, on va souvent attirer un travail qui va être aligné avec nos besoins matériels, financiers et voilà, matériels quoi, confort, maison. Ah, grâce à ce travail, je vais pouvoir acheter cette maison. J'en ai toujours rêvé. Non, 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 non. T'en as toujours rêvé psychologiquement. Mais ton âme, elle a peut-être rêvé de vivre dans une cabane, mais d'être le coach le plus connu de tout ton pays, par exemple. Tu vois. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne veulent pas s'aligner avec leur âme, souvent parce qu'ils ne veulent pas affronter cette réalité, parce qu'elle fait mal. Souvent, l'âme, elle va jamais t'emmener vers l'argent, etc. Elle va souvent t'emmener vers quelque chose de plus profond. S'il y a l'argent dedans, tant mieux, mais la plupart du temps, c'est quelque chose de très profond. Et tout ça, ça veut aussi dire que tu sors de cette rat race. En fait, tu sors de cette compétition. Avoir le meilleur travail ou le plus beau salaire par rapport à ton groupe d'amis ou à ta famille ou à tes frères ou à combler ce trauma toute la jeunesse que tu as eu de tu n'as pas fait assez d'études et donc les gens t'ont pris pour un con et donc tu finis par essayer d'avoir un métier qui gagne plus qu'eux pour leur montrer, tu vois, tout ça, même si c'est beau, c'est de la rat race, c'est de la compétition, c'est un truc qui ne va t'emmener nulle part spirituellement. Donc quand les gens vont s'aligner avec leur âme, eh ben
la loi d'attraction, elle fonctionne sur un autre plan. Ça va être complètement différent. Déjà, c'est comme si tu étais constamment en loi d'attraction. Quand tu es aligné avec ton âme, tu es constamment en loi d'attraction. Tu cherches même plus à avoir, tu sais que la vie t'envoie exactement ce dont tu as besoin, donc tu l'acceptes. Tu vois. Donc voilà cette fameuse différence. Tout existe, hein. Les deux existent et ils peuvent même se compenser. Mais ça dépend où tu en es dans ton cheminement, quoi. C'est super fort. Depuis qu'on est arrivé à Bali, c'est la deuxième fois qu'on entend ça en quelques jours. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose pour nous ici. Merci pour ça. Avec plaisir. Et ouais, alors ça fait 1 heure qu'on est ensemble, Vino. On est respectueux de ton temps. Est-ce que tu as encore 2 questions à nous accorder? Avec grand plaisir. Allez-y. Tu en poses une, on pose une? Alors moi, la question que j'avais, c'était du coup, comment on se réaligner à notre âme? Le yoga. Le yoga. Dans le yoga, il faut comprendre 2 choses. Là, par rapport à ta question. La première, c'est comme je l'ai dit, la philosophie, l'idéologie, tout le côté un peu théorique, il va te permettre de mieux te comprendre. Mieux te comprendre toi, parce que tu n'as affaire à personne. Même un bon prof, normalement, il va te permettre d'être mieux avec toi-même. OK? Donc, lorsque tu finis par appréhender ta propre compagnie, lorsque tu deviens ton propre meilleur ami, tu vois. D'ailleurs, mon gourou adorait dire ça, il disait, asseyez-vous, calme, on fait rien. Vous allez voir à quel point vous êtes en mauvaise compagnie à l'intérieur de vous. Tu vois. Et au début, je te cache pas que moi, j'étais une sale compagnie, hein. À moi, avec moi-même, je me suis rendu compte que j'étais horrible. Et après quelques temps et de travail, j'ai compris. Et donc, le yoga, il te permet ça. Il te permet d'être une très bonne compagnie pour toi-même à travers tout le côté théorique, tu vois. Et donc, déjà, ça fait plus de la moitié du boulot. Et je dis plus de la moitié du boulot parce que la plupart des mots, ils proviennent de là. Et ensuite, les asanas, dont j'ai parlé tout à l'heure, les postures, elles sont aussi très importantes. Les postures et les exercices de respiration, c'est très important. Les asanas notamment, pourquoi? Parce que dans les asanas, il y a ce qu'on appelle la géométrie du corps. Lorsque l'asana, il est bien guidé, il te permet d'aligner ta géométrie humaine avec la géométrie cosmique. Dans le yoga, on le sait, et dans ton expérience, tu le sais, lorsque tu entres réellement en toi, tout ce qui est à ton échelle, c'est la même chose qui se passe à l'échelle cosmique, à l'échelle universelle. La manière dont le cerveau il est fait, la forme de tes reins, de tes organes, etc. Tout est exactement similaire à ce que tu vois dans l'espace. Donc, la géométrie, c'est la même chose. L'univers, le monde, il est créé sur une certaine géométrie. Maintenant, ils appellent de la géométrie sacrée, etc., lorsqu'ils touchent à certains points de ça. Dans le yoga, on sait que les postures, lorsqu'elles sont faites dans une certaine géométrie, elles t'apportent un alignement avec le cosmos. Donc, lorsque tu t'alignes avec le cosmos, bah, tu t'alignes avec ta propre âme, surtout, tu vois. Et donc, lorsque tu t'alignes avec ta propre âme, je sais pas comment vous le dire, c'est comme si tu prenais un nouveau chemin, en fait. C'est comme si, une fois que tu expérimentes la toute première session de yoga où tu t'alignes avec ta propre âme, waouh, en fait, toute ma vie, j'ai cru faire bien, mais en fait, je prends juste une nouvelle direction, tu vois. Je suis le même, mais je prends une nouvelle direction. Et cette direction, bah, chaque chose que tu vas faire dans cette direction, elle va t'aligner de plus en plus avec ton âme. Donc le yoga, c'est pour ça que c'est aussi bien le début que la fin. C'est aussi pour ça que j'ai des beaux exemples, moi, dans mes retraites où il y a des personnes qui n'avaient jamais médité de leur vie, qui n'avaient, pour certaines, même pas fait de sport, tu vois. Et je les ai fait, de toute façon, à chaque fois que je fais une retraite, le minimum que je fais méditer les gens, c'est 1 heure. Les gens qui méditent à peine 10 minutes, ils en peuvent plus. Les jambes, la tête, le corps, etc. En l'occurrence, je fais un travail très énergétique dans la salle ou dans le lieu pour que les gens se libèrent un peu du corps. Mais lorsque les gens y arrivent, tu vois, les retours, ils sont incroyables. J'ai des personnes qui ils sont venus qu'une seule fois à mes retraites ou à mes sessions, une seule fois. Et derrière, quand je regarde leur Instagram ou quoi, mais tu vois une différence énorme entre avant et après parce que ils ont compris que l'alignement avec soi, il était plus important que tout le reste. Plus important que tes objectifs professionnels, que tes rêves, que tes envies familiales, plus que tout, tous tes attachements que tu as psychologiques, l'alignement avec ton âme, il est plus important parce que il va te permettre de comprendre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai.
Waouh. Ouais, c'est clair. En Intéressant. fait, j'avais une question, mais j'en ai eu 3 Oui, c'est clair. qui sont Vas-y, venus. let's Tellement go. inspirant. Ah ouais. Tu vois, tu parlais de méditation et c'est une pratique que je mets en place moi tous les matins. Et en effet, je médite peut-être 15 à 20 minutes maximum. Et quand tu dis, Top. ouais, je mets des personnes assises pendant 1 heure, ils n'en peuvent plus dans leur corps, dans leur tête. Déjà, j'aimerais bien savoir, ça serait quoi, toi, la manière dont tu médites ou comment on médite pour les personnes qui n'ont jamais médité de leur vie? Cette question, elle revient souvent et c'est dommage parce qu'il n'existe pas de De manière. réponse qui va convenir à tout le monde. C'est pour ça que ça donne des réponses très bateaux. C'est parce que moi, je préfère avoir les gens en face de moi et qu'au bout d'une heure, quand ils voient qu'ils sont capables de faire en sorte que leur corps soit off, moi, j'adore dire ça. En session, je dis, on va éteindre votre corps. Et je l'éteins vraiment. Leur corps s'éteint vraiment. Et du coup, ils sont pleinement en méditation avec moi. Ça, c'est possible à un moment où soit tu es bien guidé, c'est-à-dire la toute première séance de méditation, ou bien à un moment donné dans ta vie, on te donne les bons outils pour, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin des mêmes, tu vois. Et la deuxième chose à savoir, c'est déjà 20 minutes, c'est le minimum, c'est top. Il y a pas de bon, de mauvais. C'est pas parce que moi, par exemple, tu me demandais, moi, je fais plein de choses différentes. Je fais des kriyas qui ont été donnés par mon gourou, qui touchent à des systèmes énergétiques dans mon corps, etc. Bref, des asanas, donc des postures de hatha yoga pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, et des pranayams, enfin des exercices de respiration. D'ailleurs, pranayam, c'est pas le bon terme, mais bref, des exercices de respiration. Donc moi, je fais un peu un global pour être, parce que je veux pas juste méditer. Moi, je suis en train d'aller chercher autre chose. Donc c'est encore différent. Mais je dirais que quelqu'un qui n'a jamais médité et qui a envie de s'y mettre, imaginons qu'il voit le live et qu'il se dit waouh, ça a l'air génial, j'ai envie de m'y mettre. Eh ben, ce que je pourrais conseiller tout en faisant comprendre, c'est la méditation la plus simple à faire, c'est d'être conscient de sa respiration. Quand on dit être conscient de sa respiration, ça signifie quoi? Ça signifie être capable de câbler son attention sur l'air qui entre et qui sort de ses narines pendant de longues minutes, pas juste pendant 30 secondes, pendant de longues minutes. Et la plupart des gens qui disent j'arrive pas à méditer, tu verras que, en fait, ils n'arrivent pas à se concentrer. Et c'est totalement différent. C'est d'ailleurs pour ça que les méditations guidées existent. C'est parce que les gens n'arrivent pas à se concentrer. Mais une méditation guidée n'est pas une méditation. Un bon prof, il doit te guider dans les premiers temps. Et après, il doit te permettre de faire en sorte d'y arriver tout seul. Arriver tout seul, c'est je me concentre sur ma respiration, l'air qui rentre, qui sort, qui rentre, qui sort. Et quand je sens que mon esprit commence à aller chercher ailleurs, je le ramène. Je le ramène sans juger, ni la pensée auquel j'ai eu droit, ni moi parce que je suis parti. Je juge rien du tout. Je reviens sans aucun jugement et je recontinue. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Aïe, j'ai mon genou qui commence à me faire mal. Ouais, mais ça n'a pas d'importance parce que là, je médite. J'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire. Ah, mais je commence à penser à l'autre qui m'avait dit que est-ce que c'est réellement important pendant les 20 minutes de méditation? Non. Donc j'expire, j'inspire. Et ça, cet exercice de revenir constamment à soi, dont à la respiration, parce que c'est quelque chose de physique. D'ailleurs, on dit la respiration, si vous voulez que je donne un peu de profondeur à ça, on cherche toujours la respiration parce que l'air qui entre et qui sort, c'est réellement la seule chose qui physiquement lie le divin à nous. C'est-à-dire l'éther, le cinquième élément, la seule manière dont on peut le sentir, c'est à travers cette respiration. C'est la seule manière. Sinon, aller chercher le divin à travers nos sens, c'est impossible. C'est pour ça que la plupart des grandes méditations, elles sont faites à travers cette fameuse respiration parce que, qu'on le veuille ou non, on est en train de toucher à quelque chose de plus profond que tu as juste de l'air. Donc, je dirais aux gens, ouais, concentrez-vous dans un premier temps. Je dirais plus tard, venez à mes sessions. Mais avant ça, concentrez-vous sur simplement l'air qui rentre, qui sort, et sur le fait de ne pas vous juger, de revenir constamment et de répéter cette pratique tous les jours jusqu'à temps qu'il y ait de l'amélioration. Les gens lâcheront avant et viendront te dire, j'y arrive pas, nanana. Ouais, mais t'as essayé combien de temps? Ouais, 1 semaine. Bah, c'est que t'en as besoin de 2. J'ai essayé 2 semaines. T'as besoin peut-être d'un mois. Mais c'est la réalité. Moi, je vais vous le dire sincèrement. Maintenant, les gens ont l'impression que moi, je vibre la paix, l'amour, la joie.
la première fois que je suis rentré dans l'ashram, entre le premier jour et le jour où vraiment mon esprit s'est complètement libéré et lac calme, tu vois, il y a eu 4 mois et demi, 5 mois. 4 mois et demi, 5 mois, sans week-end, à faire 7-8 heures de pratique par jour. Donc, chacun a son karma, chacun a son passé, a ses choses, mais il faut juste redoubler d'intensité et y aller de plus en plus à fond pour y arriver. Il y a quelque chose que je donne là, tu verras, vous allez voir là dans quelques temps. J'ai mis une formation en ligne qui va sortir aussi avec mon ebook, qui est un mantra, qui est le mantra Ao, qui est le chant du mantra Ao. Pendant 3 mois et demi dans l'ashram, 3 mois et demi, 4 mois, j'arrivais pas à me concentrer. À travers les pratiques, tout ça, j'arrivais pas. Et ensuite, pendant simplement 1 mois, le dernier mois avant cette fameuse libération, le dernier mois, j'ai fait que ce mantra-là que j'ai mis en ligne, avec comblé à un autre exercice de respiration, tu vois, que les gens faisaient normalement dans l'ashram pendant 20 minutes, maximum 40 minutes. OK? J'ai commencé à augmenter ça parce que ça s'appelle balancing sadhana. C'est une pratique qui te permet d'équilibrer ton ida et ton pingala, ton masculin et ton féminin, pour être beaucoup mieux en toi. Tu vois. Et la plupart des gens le faisaient 40 minutes et moi je l'ai fait 20, puis 40. Puis je voyais très peu d'effets. Tu vois. Je me disais, bon, vas-y, je vais faire un peu plus, 45. Je disais, ah, ça a l'air peut-être d'un peu de marcher. Je le faisais 1 heure. 1 heure, c'est beaucoup. 1 heure assis à faire un exercice de respiration, plus un chant. C'est long pour le dos, pour les jambes, c'est long. Tu vois. Et en fait, au bout d'1 heure, je voyais un tout petit peu d'effet. Et quand je voyais un tout petit peu d'effet, je me disais, peut-être que moi, mon karma, il a besoin de beaucoup plus qu'1 heure. Peut-être qu'il y en a certains qui ont besoin de 20 minutes, ça leur convient. Et moi, peut-être que c'est besoin de plus d'1 heure. Donc, j'ai basculé sur 2 heures. Et c'est le moment où, en gros, j'ai redoublé d'intensité, j'ai même retriplé d'intensité, que j'ai seulement eu besoin d'1 mois pour arriver à atteindre ce que je voulais. C'est pour ça que je vous parle d'intensité. C'est parce que là, à l'heure actuelle, tu demandes dans le live combien de personnes seraient prêtes à s'asseoir 2 heures et avoir mal partout dans le corps pendant 1 mois pour finir par être trempés. Il y en a plein qui vont dire ouais. Au bout du 2e jour, ils vont s'arrêter. Donc l'intensité. Mettez-le en Mettez commentaire. dans le chat, exactement. Mettez dans le chat qui serait prêt à rester pendant combien de temps t'as dit 1 mois 2 heures. assis 2 heures pendant 1 mois pour être en paix. Qui serait prêt à le faire? Moi, je serais prêt à le faire. Bah, j'aime bien. Vas-y, dis-moi, on y va. 2 heures, c'est parti. Allez, c'est parti. L'intensité, elle fait tout. Allez, chaud, il y en a pas mal. Vas-y, on va venir à toutes tes retraites avec Elodie, puis à toutes les personnes qui sont là et on va rester assis pendant 2 heures et on va vivre 1 mois ensemble. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut retrouver tes formations? Qu'est-ce que tu proposes avant qu'on termine avec la question ultime? Question, le boss final. J'ai mon site normalement qui sort la semaine prochaine, d'accord, qui s'appellera aomyoga.fr, dans lequel il y aura 2 choses premièrement qui seront sorties en attendant que je travaille le reste. Ça sera le fameux e-book dont je parle depuis des semaines sur mes plateformes, qui parle des secrets des chakras et du prana. Le prana, c'est l'énergie de vie qui coule en nous. Et en gros, je livre beaucoup de choses sur la réelle signification de ça et certains secrets même beaucoup de secrets sur comment soigner ces chakras de manière la plus simple et naturelle possible. Je fais attention aux femmes enceintes pour que les femmes enceintes n'utilisent que ce dont elles ont besoin. Sincèrement, il y a plus de 50 conseils pertinents. Il y a plus de 12 méditations différentes, dont 2 méditations guidées par vidéo. Et en gros, il y a 3 exercices de respiration qui sont guidés parfaitement. Tu vois. Et ce truc-là, franchement, vous allez le voir, il est pas cher et il est grand bourré de secrets parce qu'il peut littéralement changer la vie des gens. Ce truc-là, il va arriver la semaine prochaine avec cette fameuse formation dont je parlais sur le Aum Chanting, qui est le mantra le plus puissant. Lorsqu'il est bien fait, il te permet là, tu verras, j'ai fait des vidéos, il te permet de passer des niveaux de conscience de manière drastique lorsqu'il est fait avec intensité. Si vous le faites 2 heures, par exemple, je vous garantis des résultats au bout d'1 mois.
Ah, waouh, super. Merci en plus d'avoir abordé les chakras. C'est tellement passionnant qu'à chaque fois que tu parlais, il y avait plein de questions qui me venaient. C'était quelque chose que je voulais aborder, mais du coup, on ira voir ce que tu vas nous concocter la semaine prochaine. Et j'invite toutes les personnes à faire pareil. On mettra ton lien également dans la vidéo YouTube pour que les gens aillent voir D'accord. directement sur ton site. Et puis, on fera sûrement une autre session avec Vinod s'il veut bien venir pour nous partager dans la communauté. Avec Carrément. grand plaisir. Ta dernière question, mon La cœur? dernière Le question, dernier. exactement. Si demain, ton site Aom Yoga, tes vidéos Instagram, tout ce que tu as créé devait disparaître, mais tu devais laisser derrière toi juste 3 vérités, 3 choses que tu as expérimentées qui te semblent importantes de laisser comme héritage. Quelles seraient ces 3 leçons, ces 3 vérités que tu aimerais laisser comme héritage? La première, c'est la vidéo dont je vous ai parlé. J'ai fait une petite série sur ma conversation avec le sannyasis qui m'a dit just do. Ça a été, je crois, le top 3 pour moi des moments les plus importants dans mon cursus spirituel parce que il m'a fait comprendre à quel point j'étais jamais dans le just do. J'étais jamais en train de réellement faire. À chaque fois que je faisais quelque chose, mon inconscient, il était tout le temps en train de penser, en train de chercher des choses, en train d'essayer d'analyser la chose que j'avais, que je faisais. On n'était jamais réellement présent, juste à faire et rien d'autre. Donc ça, c'est une chose. C'est ce que je laisserai de manière primaire parce que j'ai besoin que les gens comprennent que il faut qu'ils soient présents. Il faut qu'ils apprennent à être présents à ce qu'ils font. Et ça, je sais que derrière, ça permet plein de choses. Une deuxième chose que je pourrais laisser si tout disparaît, c'est ce que j'ai. D'ailleurs, c'est une des choses que j'ai dit dans ce live, c'est mon Sadhguru, mon gourou qu'on voit beaucoup sur YouTube. J'ai dit la personne que je vois sur YouTube et la personne que j'ai expérimenté en face, elle n'a absolument rien à voir parce que c'est que en face que tu te rends compte de la signification du terme gourou. Et ça, j'ai besoin que ça reste parce que la différence entre nous, les profs, ou même ceux qui s'appellent les maîtres spirituels, ou même les gens, les conférenciers, les gens les plus connus, et un réel gourou, c'est qu'un réel gourou, même à travers une vidéo, énergétiquement, il peut changer ta vie. Donc, du coup, je sais que lorsque les gens vont commencer à se rapprocher plus de lui, je sais qu'il va se passer un changement drastique dans ce monde qui va être incroyable parce que c'est déjà le cas d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il est en contact avec la plupart des présidents, des premiers ministres de chaque pays. C'est parce qu'il a un impact énergétique qui n'a absolument rien à voir avec la plupart des êtres humains sur Terre. Et, euh, et du coup, ça serait la deuxième chose que je laisserais, ça serait aller juste l'expérimenter. Aller juste expérimenter ce qui se passe quand vous l'écoutez ou vous mettez en sa présence. Et une troisième chose, ça serait vivre avec intensité. L'intensité dans tout ce que vous faites, même dans le rire, dans la joie. Si vous voulez pleurer, pleurez, criez. Si vous voulez rire, riez fort. Vous voulez danser, dansez comme si vous étiez le seul, unique au monde et qu'il n'y avait personne autour de vous. Tu vois, vous voulez jouer, vous voulez gagner un match de foot, bah allez-y comme si c'était le dernier match de votre vie. Tu vois, n'y allez pas en mode ouais, je veux pas mettre d'ego. Non, 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 on est sur un match. Tu vas à fond. Une fois que le match il est fini, tu ranges ton ego. Tu vois, chaque chose que l'on fait, on doit le faire avec intensité, une telle intensité que là, il y a de la magie qui se crée. Et lorsque cette magie se crée, derrière, c'est que des belles choses qui fleurissent, tu vois. Donc, ça serait ces trois choses-là. Fleurissez, fleurissez tous. Ouais, super nice. Merci. En effet, je confirme, tu as mis beaucoup d'intensité dans ce live. Je pense que toutes les personnes l'ont ressenti. Merci pour ton smile. Merci pour ton énergie positive et bienveillante qu'on a tous senti et pour toute cette sagesse que tu as déversée là dans nos êtres, mais toutes les personnes qui vont regarder ça en replay et qui sont en live avec nous. Moi, j'ai une dernière question, moi. J'ai une dernière question pour vous. Parce que du coup, cette vidéo sera aussi sur ma chaîne. Donc, j'aimerais bien, en quelques mots, que vous me dites ce que vous faites dans votre école, dans votre vie. Tu m'as dit que vous aviez déménagé à Bali très récemment. Voilà, fais-moi un petit topo global pour finir. Je pense que ça sera aussi beau que tout ce que je vous ai dit. Ah, merci de nous donner l'opportunité. Avec plaisir. En quelques mots, ce qu'on fait, on s'est rencontrés, Noémie et moi, en 2019 dans un MLM, dans un marketing de réseau. Tu sais, Ok. dans cette phase où on voulait chercher de la liberté, on cherchait une opportunité pour pouvoir être libre financièrement, pour pouvoir être indépendant. Et on s'est rencontrés à ce moment-là. Au début, on était amis.
Puis ensuite, en 2021, lorsque j'ai lancé mon activité de coaching, parce que j'avais cette envie et ce désir de transmettre, d'inspirer, d'impacter, tu vois, je passe toutes mes journées à lire ou à apprendre. Et je me suis dit, je ne peux pas garder toutes ces informations que pour moi. Et j'avais envie de le transmettre. Donc en 2021, je crée mon activité de coaching avec un ami et on accompagne Noémie à côté. Du coup, on était passé d'ami à coaché. Et puis en 2023, tu m'arrêtes si C'est les dates ne sont ça, pas correctes. tout juste. En 2023, elle finit sa relation et elle vient me 2022, ouais. voir sur l'île de la Réunion. Donc moi, j'atteste encore une fois, elle vient pour, 2022. pour me rencontrer, mais elle dira c'est juste pour visiter l'île de la Réunion. C'était exactement ça. Et puis à ce moment-là, eh ben, écoute, on commence à se rencontrer différemment et commence à me découvrir différemment. Et puis finalement, je découvre que c'est une femme formidable avec qui j'ai envie de construire et bâtir. On commence à créer une activité de coaching ensemble, on commence à créer une relation ensemble. Et maintenant, depuis septembre 2023, on a lancé notre école de coaching dans le but d'accompagner les personnes qui souhaitent d'abord se transformer personnellement. Parce que comme toi, on a conscience que tout se passe d'abord quand tu te concentres sur ton être. Avant de faire, d'abord, si tu reviens à toi, t'enlèves tous tes conditionnements, toutes tes croyances, t'enlèves toutes ces identifications qui te limitent, et ben, tout devient beaucoup plus facile. Puis ensuite, on enseigne les outils et les compétences, selon nous, les meilleurs et les plus impactants dans le développement personnel, notamment le design humain, le shifting, du coaching, les neurosciences. Et ensuite, on les accompagne à créer leur activité en ligne, à lancer leur business en ligne. Voilà un peu ce qu'on fait à Vinod. Merci beaucoup, c'est top. Bah, écoute, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de monde dans cette petite école là pour l'instant qui. D'ailleurs, vous êtes basé à Bali maintenant. Oui, en fait, on travaille en ligne, donc là, on est un petit peu en transit, tu vois, c'est la première fois qu'on est à Bali, donc ça fait une semaine à peine qu'on est là. De base, Ok. on est resté 10 mois environ en Bulgarie. Donc pour Ok. l'instant, voilà, on vagabonde et on est comme toi dans cette soif d'apprendre des choses, de se découvrir. Tu vois, tout ce qu'on se transmet dans notre école, c'est des choses que nous, on a d'abord vécues et expérimentées. Donc tu vois, on est toujours dans cette humilité de se découvrir, se transformer pour emmener le plus de monde avec nous, en fait. Tu vois, c'est vraiment ce qui nous inspire. Donc pour l'instant, on ne sait pas combien de temps on est là, mais on adore, c'est très inspirant. Ouais. On verra où est-ce que la vie nous emmène. Ouais. Pour l'instant, on est là. Mm. Et peut-être on sera ailleurs dans quelques mois. Peut-être on restera là. Peut-être. Voilà, on se laisse porter. On prend justement, on prend ce que la vie nous propose. Vous avez bien raison. Franchement, ce live était top. Merci beaucoup. Merci à toi, merci pour ton temps, merci à toutes les personnes aussi qui sont restées là pour votre énergie, vos commentaires. On vous envoie à tous plein d'amour et on mettra du coup toutes les informations en description. On vous invite à suivre donc Aom Yoga qui partage des pépites et on vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Noémie et Fabien, notre compte où on est en couple, et l'École des bâtisseurs qui est notre compte où on partage des pépites sur l'entrepreneuriat et sur le coaching et sur les business en ligne. C'est ça. À bientôt. Yes, ciao tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était top. À très vite.